mon job qui sort, on se retrouve pour le podcast de ce match d'hier, Dijon OGC Nice. Donc un podcast que je ne te cache pas, je n'ai pas très envie de faire. Au passage, si tu écoutes ça sur Spotify, bien sûr, n'hésite pas à lâcher un petit like. Et si tu écoutes ça sur YouTube, n'hésite pas à commenter, à partager et à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait. Alors c'est un podcast qui va durer pas très longtemps, hein, je te le cache pas. Parce qu'au vu des capacités de l'OGC Nice et de l'envie de l'OGC Nice d'avoir produit un bon match hier, j'ai envie de te dire que c'est pas très envie non plus de le faire. Donc dans ce podcast, on analysera très rapidement les statistiques. On fera aussi la note individuelle des joueurs, parce que oui, il faut donner une note individuelle des joueurs. Donner l'homme du match aussi, l'homme du match qui sera tout simplement l'homme qui, pour moi, a réalisé la meilleure performance hier après-midi. On analysera vite fait la tactique de Adrien Urcea avec bien sûr son discours dans la conférence de presse d'après-match. Puis après, on va évoquer aussi ce que l'OGC Nice aurait pu faire de mieux hier après-midi. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Et puis les questions de la communauté, où je répondrai à deux-trois questions qui ont été postées sur Instagram en story, sur l'OGC Nice ou éventuellement sur le foot en général. Allez, c'est parti pour l'analyse des statistiques. Donc une possession de balle de 57% pour l'OGC Nice et de 43% pour le DFCO. On va pas faire plus que ça, hein. Possession stérile, toujours pareil, incapacité à se porter vers l'avant, à se créer les espaces, à se permettre d'avoir des ouvertures pour se porter vers l'avant et créer du danger dans ce match d'hier face à Dijon. Au niveau des duels remportés, duels remportés 55% de la part de l'OGC Nice. Sur les duels aériens, remportés 54% pour l'OGC Nice. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est de l'engagement négatif, c'est de l'engagement stérile. C'est toujours pareil. Et puis au niveau des corners, tout de même 9 corners du côté de l'OGC Nice contre un seul du côté du DFCO. 9 corners sur 9 corners. On n'a pas eu une action dangereuse, pas une opportunité. Il y a vraiment un gros travail à fournir sur les coups de pied arrêtés, mais notamment pas que sur les corners, notamment aussi sur les coups francs. Chaque occasion, que ce soit un corner, un coup franc, qu'il soit lointain ou qu'il peut être tiré direct, c'est une occasion de but, c'est une occasion à ne pas louper, c'est une occasion à mettre au fond, ou du moins, cadrer nos frappes. Et on va en venir, la transition est toute faite au niveau du cadrage, au niveau des tirs de la part de l'OGC Nice. Donc 10 tirs de la part de l'OGC Nice, 2 cadrés. 2 cadrés. Ça fait 20% de réussite de frappe cadrée. Tout de même, faut le noter que sur ces 10 tirs, il y en a 8 qui sont tirés dans la surface de réparation. Tout de même, c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que sur ce match, on s'est obstiné à tirer, à s'approcher le plus près possible des cages de Saturnin, le gardien du DFCO. Mais quel manque de précision, quel manque de réalisme, d'application et surtout d'implication dans ce match. Sur 10 tirs, on n'a fait que 2 tirs hors de la surface de réparation. Alors oui, d'un côté positif, on a réussi à s'infiltrer dans la défense dijonnaise, on a réussi à intégrer la surface de réparation, mais d'un autre côté, quand tu vois que tu te dois, quand tu es dans la surface de réparation, de au moins, sur 8 tirs, au moins encadrer 4. Ne serait-ce que la moitié. C'est une faute professionnelle pour moi que sur 8 tirs, dans la surface de réparation, tu n'es cadré que seulement 2 tirs. C'est juste inacceptable. Inacceptable. Ce qu'ils ont fait hier après-midi, pour moi,
c'est un manque de professionnalisme. Alors oui, je vais les tailler. Je te le dis, je vais les tailler sur ce match. Je vais pas être sympa avec eux. On tire pas assez de loin. Et le problème, c'est qu'on n'essaye pas. C'est que on se met nos propres barrières dans ce match. Tu peux tenter d'aller frapper de loin. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu attends toujours qu'un joueur se démarque, qu'un joueur essaye de faire l'éclair de génie, qui essaye de se démarquer? On n'y arrive pas. On n'y arrive pas dans ce match. Donc, fais abstraction de tout ça et tente de temps en temps de frapper de loin. Comme je le dis toujours, ça peut donner un bon contre, ça peut être malheureusement mal contré pour l'équipe adverse et finir au fond des filets. À un moment donné, quand tu vois que tu n'es pas capable dans la surface de réparation de te produire des occasions dangereuses et de te produire euh, des occasions qui peuvent finir au fond, j'ai envie de te dire, tente un petit peu de loin. Tente un petit peu de loin. Voilà, on va passer maintenant sur les statistiques des passes. Alors, on va y passer très rapidement aussi, encore une fois. 502 passes de la part de l'OGC Nice contre 384 pour le DFCO. Alors, dans sa propre moitié de terrain, l'OGC Nice est à 92% de passes réussites. Donc, voilà. Je pense que je vais éviter de m'énerver à ce sujet-là parce que dans la moitié de surface adverse, on est à 72% de passes réussites, c'est-à-dire beaucoup de déchets techniques dans ce match. Ce qui nous a empêché aussi de nous porter vers l'avant, ce qui nous a empêché de mettre de la vitesse et ce qui nous a empêché surtout de se créer les espaces, de pouvoir élargir le bloc défensif du DFCO qui était très compact, très difficile à passer hier. Le premier rideau défensif était très difficile à passer de la part de nos joueurs. Voilà. Et le problème dans tout ça, c'est que on a fait 25 centres dans ce match. 25 centres. 16% ont été des centres réussis. C'est-à-dire que 16% ont trouvé un joueur de l'OGC Nice. Donc si tu prends sur la phase de coup de pied arrêté, c'est-à-dire les corners, je n'ai pas compté les coups francs dans cette séquence, 9 corners, 25 centres, ça fait 34 occasions de but possibles. Sur 34 occasions de but possibles, tu fais 10 tirs. Sur ces 10 tirs, t'encadres 2. Alors si à ce niveau-là, ce n'est pas un manque de professionnalisme de la part de nos joueurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Très concrètement, c'est scandaleux le spectacle qu'ils nous ont offert hier. Et après ça parle de ouais, la Super League, c'est dégueulasse pour le football, naninana. J'en reviendrai un petit peu plus tard puisque c'est la question de la communauté. Ça fait partie des questions de la communauté et je vais parler de la Super League. Savoir si je suis pour ou si je suis contre et surtout que je vais donner mon avis. Que je sois pour ou contre, je vais donner mon avis. Et je peux te dire que à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que on crée des compétitions pour qu'on y ait un peu plus de spectacle au niveau du football, pour qu'on ait enfin un vrai divertissement, un vrai football champagne, et pas des vieux 0-0 ou des vieux 2-0 où tu te fais chier face au 20e de Ligue 1. Avec tout le respect que j'ai pour les Dijonais, bien évidemment. Alors maintenant, on va passer à la note des joueurs. Je vais donner mon homme du match, enfin en tout cas l'homme qui pour moi a fait la meilleure prestation dans ce match. Et je donnerai bien sûr l'homme du match qui a été dévoilé par OneFootball. Alors, sur OneFootball, en fait, ce n'est pas l'application qui donne l'homme du match, c'est les votes des supporters. À croire qu'on n'a pas tous vu le même match hier, encore une fois. Parce que vraiment, c'était catastrophique. Donc, on va partir sur la note des joueurs. Et on commence toujours par le gardien, Walter Benitez. Donc, Walter Benitez, à part crier des « allez, allez », je l'ai trouvé pas vraiment irréprochable sur ce match.
Enfin, il a fait des erreurs. Les deux buts sont inévitables, hein, mais il manque de leadership sur le terrain. On ne motive pas sa défense avec des allez-allez. À un moment donné, mec, il faut que toi aussi, tu t'imposes sur le terrain et que tu t'imposes dans ta surface de réparation. Donc Walter Benitez, sur le match d'hier, c'est un 5. Camara. Au final, Camara, est-ce qu'il serait peut-être pas un petit peu surcoté par rapport au match qu'il a fait hier? Parce que vraiment, alors oui, ça court, ça apporte de la vitesse. Oui, il centre, il essaye de créer des décalages. Mais après, quelle finalité? Quelle finalité? Puisque un centre sur 5 arrive à destination d'un joueur niçois. Combien de fois il a essayé de percer sur son côté où il n'a pas réussi? Donc, on a un gros problème offensif du côté de nos latéraux défensifs. Donc pour moi, Camara, c'est un petit 4, hein. Tu me diras en commentaire si, pour la note des joueurs. Ensuite, Todibo, bah, j'ai trouvé que ça a été le plus propre dans ce match. Encore une fois, défensivement, pas grand-chose à lui reprocher. Il est au taquet, donc j'ai mis un 6. Et je pense que ça sera, je sais pas, il faut que je le fasse défiler, mais ça sera sûrement la meilleure note, peut-être. Saliba, propre défensivement aussi, assez alerte, assez attentif. Il provoque le penalty dijonnais sur une erreur de main. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc bon, pour ça, j'y ai mis un 5. Après, ça, je ne pense pas que sans cette erreur de main, je ne pense pas que ça aurait changé l'issue du match. On aurait perdu. On aurait perdu peut-être que 1-0, mais on aurait très certainement perdu le match. Lotomba. Alors lui, il me fait rager ce joueur parce que j'en peux plus. Aucun dépassement de fonction. Aucun dépassement de fonction. Je l'ai beaucoup défendu. Je l'ai beaucoup dit que défensivement, il était très propre, mais que en attaque, il n'apporte strictement rien. Alors d'un autre côté, tu as Hassan Kamara qui, lui, apporte quelque chose, mais par contre, au niveau de la finalité, ça n'arrive jamais à aboutissement. Par contre, Jordan Lotomba ne propose jamais rien en attaque. Alors que papa, c'est quand même, ça fait partie de ton boulot. Au poste où tu es, tu dois apporter quelque chose offensivement. Chose que tu ne fais pas depuis deux-trois matchs. Donc Lotomba, c'est 4 pour ce match. Schneiderlin, aucune appréciation, 3. Voilà, on va être très clair. Pierre Lesmelou, aucune appréciation non plus, 3. Hein, c'est comme à l'école quand tu te prends des sales notes et que tu prends un petit vu, mais qui ne met pas la sale note. Tu prends juste un vu, et ben là c'est pareil. Alexis Claude Maurice, voilà, pareil, j'ai pas d'appréciation, c'est un 3 aussi. Miziane Maoulida, bah, c'est le seul qui a réussi à apporter un peu de vitesse dans ce début de match. Puis après, peu à peu, tout comme l'équipe, il s'est éteint et on ne l'a plus vu. Donc, quand tu as d'un côté Hassan Kamara qui n'arrive pas à finaliser ses actions, un Jordan Lotomba qui n'arrive pas à t'apporter de l'offensivité, et d'un autre côté Miziane Maoulida qui va jouer 10 minutes dans la première période et qui après s'éteint, euh, c'est compliqué quand même d'être percutant en attaque. Donc Mimician Maouda, c'est un 4. Dolberg, inexistant. Je ne l'ai pas vu toucher un ballon dans ce match. Ou en tout cas, pas de ballon dangereux. Donc Dolberg, 3. Et Lopez, Lopez, j'en ai marre en fait. J'en ai marre de tout le temps devoir faire une appréciation sur ce joueur. Il sert à rien. Il va repartir à Séville et c'est très bien. Et que de toute façon, il n'a rien démontré dans ce match, enfin dans cette saison avec l'OGC Nice. Donc Lopez, c'est un 3. Voilà. Donc pour l'homme du match, bon, pour moi, pour celui qui a fait la meilleure partie, c'est Todibo. Voilà, Jean-Claire Todibo. Je pense que si il n'était pas là, on aurait peut-être pu s'en prendre plus de buts. Et pour OneFootball, donc le vote des abonnés de OneFootball, l'homme du match, c'est Dolberg. Alors voilà, je sais pas. Je sais pas, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé du match de Dolberg, parce que moi, je l'ai trouvé dégueulasse, son match. Et les abonnés de OneFootball ont dénommé Dolberg en homme du match, donc je sais pas, j'ai du mal à comprendre.
Voilà pour la note des joueurs, l'homme du match. On va passer vite fait à l'analyse de Adrien Urcea et on va l'écouter tout de suite en conférence de match, en tout cas en conférence d'après-match Dijon-OGC Nice. C'est une immense déception. Et je ne parle pas de résultat. Je parle tout simplement de la prestation qu'on a pu avoir. Je trouve ça irrespectueux vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis de nos supporters. On ne peut pas se permettre, peu importe dans la situation dans laquelle on se trouve, mais on ne peut pas se permettre de faire une prestation pareille. Il n'y a pas de considération technique, il n'y a pas de considération tactique, il n'y a pas de considération physique. Non, on peut pas se permettre de faire une analyse sur ces plans-là. C'est tout simplement, quand on est footballeur professionnel, il faut honorer le maillot, il faut honorer l'institution et puis en tout cas mettre les ingrédients de base, c'est-à-dire le dépassement de soi, l'investissement. Là, on a été terriblement défaillant cet après-midi. C'est nous tous, c'est pas une faillite que pour les joueurs qui étaient sur le terrain, même si ce sont eux qui peuvent traduire en pratique ce qu'on prépare la semaine. Je me mets dedans, je suis dedans et puis tout simplement, il y a ce sentiment de honte qui nous anime, qui m'anime personnellement et il va falloir bien digérer parce que c'est inadmissible de ce qu'on a fait ce soir. Donc voilà, c'était la conférence d'après-match Dijon-OGC Nice de la part de notre coach Adrien Urcea. Je pense que ça ira comme ça, il n'y a pas besoin de porter une analyse plus poussée. Il prétend que c'est une honte d'avoir fait cette prestation-là, mais au-delà de ça, il prétend surtout que c'est une honte par rapport à l'institution OGC Nice, par rapport aux valeurs, par rapport aux supporters. Et je pense qu'il le dit à demi-mot, mais ce que hier après-midi, c'était une faute professionnelle de la part des joueurs. Donc, je pense qu'il a tout dit dans cette conférence de presse. Il n'a pas été lunaire comme il a pu l'être de temps en temps, ou comme Patrick Vieira avait pu l'être aussi de temps en temps. Après, est-ce que Adrien Urcea n'est pas aussi responsable de cette défaite parce que j'ai pas l'impression que à n'importe quel moment il a été capable de changer le cours du match malgré ces changements. Donc là, 4 changements où il va en faire 3 d'un coup avec Hicham Boudaoui qui va rentrer à la place de PLM, Youssef Attal qui rentre à la place de Rony qui a été complètement inexistant et Stanley Nsoki qui rentre à la place de Hassan Kamara. Voilà, comme j'ai dit, j'ai failli faire un arrêt cardiaque quand j'ai vu que Stanley Nsoki rentrait. Et puis après, à la 85e minute, mais bon, ça a été déjà trop tard, hein, il fait sortir Maoulida pour faire entrer Selouki. Euh, c'est là que tu vois quand même que la profondeur de banc est très très basse, enfin est très très mauvaise, puisque tu fais rentrer un Hicham Boudaoui, un Youssef Attal qui reviennent de blessure, donc des joueurs qui ne sont pas à 100%, même s'ils vont jouer que 25 minutes du match, c'est des joueurs qui ne sont pas à 100%. Un Stalen Soki qui, on l'a bien compris que, voilà, je pense qu'il a plus rien à faire à l'OGC Nice, que le mec niveau mental, je pense que c'est de l'émental, mais pas du mental qu'il a. Et voilà, et Malik Selouki, le jeune Malik, qui essaye de réparer un peu les pots cassés, mais voilà, c'est compliqué. Cette profondeur de banc qu'on a, elle n'est pas digne d'une équipe qui se prétend jouer l'Europe chaque année. Alors, on arrive à la fin de saison, on ne pourra pas changer grand-chose pour cette fin de saison, mais par contre, j'espère qu'on va tirer les enseignements pour la saison future. Hein, de par un nouvel entraîneur, bien évidemment, et puis de par une nouvelle équipe. Donc, on va passer à la séquence de qu'est-ce que le gym aurait dû faire, tout simplement pour gagner ce match. Hein, déjà, ou essayer de tirer un vieux match nul. Déjà, en tout cas, ils auraient dû peut-être arrêter de trop respecter cette équipe de Dijon. Je pense qu'il n'y a pas de mal à anéantir une équipe qui est déjà au bord du gouffre. On les a complètement regardés jouer. Il aurait fallu arrêter de se mettre au niveau de l'équipe et se dépasser un petit peu plus. En tout cas,
se mettre à notre propre niveau qui n'est pas sur le papier un niveau dégueulasse. Utiliser les mouvements simples du football, apporter pour certains joueurs un dépassement de fonction, ce que j'ai cité un petit peu plus tôt, pressing, récupération, vitesse, projection vers l'avant, en créant le surnombre dans la surface de réparation et pas en n'ayant aucune présence dans cette surface. Et surtout, mettre de l'application et de l'implication dans ce match. Trop de déchets techniques dans les derniers mètres. Appuyez vos passes, bordel les gars. Appuyez vos passes pour qu'elles arrivent à destination. De ne pas se faire contrer, de ne pas se faire prendre par le pressing dijonnais. C'est pas compliqué de jouer au foot simplement à votre niveau. Enfin, face à une équipe bien plus basse que nous. Je veux dire, en tout cas, bien plus basse que nous au niveau technique, mais bien plus haute que nous au niveau de l'envie et de l'engagement sur ce match. Hein. Un autre élément qui nous a manqué hier après-midi. Voilà les amis, on va passer à la fin de ce podcast, donc aux questions de la communauté que j'avais postées sur Instagram. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, Tonissa06. Donc première question qui ne concerne pas du tout le match d'hier, mais qui je trouve très intéressant. Donc la question posée par Saiyan5 sur Instagram, pour ou contre la Super League. Donc cette Super League que tout le monde parle en ce moment, qui parle d'un chaos complètement, un chaos footballistique, la mort du football pour certains. Alors moi je suis totalement, mais totalement contre cette Super League. Je suis contre. Pour moi c'est un peu la coupe des plus riches. Hein. Mais après, ça en va aussi, ça en découle d'une évolution du foot business qu'on a l'occasion de voir depuis quelques années, qui avait déjà bien évolué avec l'arrêt Bosman dans les années 80 ou 90, avec un arrêt qui cite qu'il n'y aura plus de quota de joueurs étrangers, puisqu'à l'époque, tu n'avais pas le droit d'avoir un certain pourcentage de joueurs étrangers dans ton équipe. Et sinon, tu ne pouvais plus recruter des joueurs étrangers. Après, il y a eu, avec cet arrêt aussi, cette libre circulation des joueurs européens et surtout la possibilité de récupérer des joueurs gratuits en fin de contrat. Ce qui fait que des équipes qui étaient notamment très riches pouvaient se permettre de se constituer une des meilleures équipes avec cet arrêt Bosman. Mais au-delà de ça, avec cette ligue, pour moi, c'est pas vraiment la mort du football, mais c'est la mort du football populaire. Voilà pourquoi je suis contre. On essaye, après c'est un petit peu aussi de notre faute, parce qu'on essaye de rendre un petit peu plus attractif nos ligues respectives, que ce soit la France, l'Italie, le Portugal, et ça passe aussi par nous supporters, parce que c'est le principe aussi de l'offre et de la demande. On veut toujours plus de spectacles, on veut toujours plus de ce foot champagne qu'on demande, et la Super League répond, en tout cas, va répondre à cette demande. Et c'est pour ça qu'elle a été créée aussi. C'est pour ça que cette Super League a, depuis des années, vu le jour et verra le jour très très prochainement. Donc voilà. Le problème qu'il y a, c'est que le problème qui est à souligner, c'est que nos ligues vont devenir de moins en moins attractifs, avec moins de joueurs cotés, moins de joueurs de qualité, moins de superstars. Faut savoir quand même que le PSG a refusé de jouer cette Ligue 1. Le PSG, notamment le Bayern de Munich. Donc le PSG a refusé et préfère jouer en Ligue des Champions. Alors après, je ne sais pas quels sont les arguments du PSG pour ne pas rejoindre cette ligue et les arguments du Bayern de Munich. Vraiment, j'en sais rien. Mais donc, voilà, je le disais, moins de superstars, moins de droits TV. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moins d'argent pour les clubs et notamment les petits clubs qui vont en pâtir. Ça va du coup installer des difficultés à mettre en place des infrastructures, à payer du personnel, que ce soit entraîneur, préparateur, staff médical et j'en passe. Et on va se contenter des miettes de ce qu'on aura voulu nous laisser. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment la mort du football, mais par contre, c'est la mort du football populaire. Voilà pourquoi je suis contre cette Super League, après m'être un petit peu renseigné. Question de Fabien Michino. Qui garder, qui recruter?
pour la saison future, ben moi, je vais te le dire, hein, qui je garde cette saison, Benitez, Todibo, Guiri. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Après, au niveau du recrutement, c'est assez difficile à dire parce que il faut qu'on mette en place déjà le nouveau coach qui va entraîner l'OGC Nice, mais pourquoi pas attirer des Aurel Mangala, des Mendy, des Ramos, Sergio Ramos. Bon, je rigole, mais imagine, le mec va partir du Real. Imagine. Donc voilà, pourquoi pas essayer de retenter la piste Götze, puis des joueurs comme Boulaïdia, des joueurs comme Benassia qui apporteraient aussi de l'expérience, des joueurs comme Belarabi, si c'est Peter Bosch qui vient, il entraînait Belarabi au Bayer Leverkusen. Donc voilà, c'est très compliqué. En tout cas, je garderai 3 joueurs dans cet effectif, qui est Benitez, Todibo et Guiri. Après, le reste, je vois pas trop ce que j'en ferai, mais bon, on en gardera bien plus que ça, hein, il faut pas se le cacher. Et puis après, pour recruter, c'est un petit peu compliqué, puisque ça dépendra beaucoup de l'entraîneur qu'on va avoir. Troisième question de Aloura Shop, mon partenaire. Donc n'hésitez pas non plus à aller checker le site Aloura Shop avec mon code promo TonySadis où vous bénéficiez de 10% sur tout le site. Et il y a beaucoup de nouveautés qui sont sorties. Et notamment à chaque commande, une petite surprise vous sera livrée dans le colis. Donc n'hésitez vraiment pas à aller checker le site Aloura Shop qui sera en description dans ma bio. Et Aloura Shop qui pose la question, à quand la Grinta, hein, quand le retour de la Grinta? Déjà peut-être par le retour des supporters, parce que je pense que ça y fait beaucoup en vrai. Je pense que ça change pas mal de choses. Le fait que les supporters soient là, mettre une certaine pression, encourage aussi, parce qu'on encourage bien plus que ce qu'on peut mettre la pression, parce que on veut aider notre équipe et on veut aider nos joueurs. Ensuite, un vrai coach, mais ça c'est encore une autre question, qui va mettre enfin une vraie identité du jeu qui nous ressemble et surtout que certains de nos joueurs arrêtent de se prendre pour des princesses et de toujours se trouver des excuses au lieu de se remettre en question quand on perd un match ou quand on fait un match dégueulasse. Voilà, moi je pense que le retour de la Grinta, elle sera là à partir de ce moment où tous ces éléments seront enfin avec nous, de notre côté. Et donc voilà les amis, c'est la fin du podcast. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, si que ce soit sur Spotify, Anchor ou encore YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, donner vos avis sur la note des joueurs, l'homme du match, qu'est-ce qu'il aurait manqué à l'OGC Nice. N'hésitez pas à dire aussi, à répondre aux questions de la communauté. Allez, sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos, de prochains débriefs et de prochains podcasts. Allez, sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.